Mystère, mystérieux. Ouh là là. Qu'est-ce que c'est? On ne sait pas. Mystère. Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode des Mystères Mystérieux, le podcast des histoires inexpliquées, des secrets bien gardés et on aime bien rigoler. Je suis en compagnie pour cet épisode de rentrée de Sandra. Bonjour tout le monde. Et de Juliette. Salut. On fait notre rentrée un petit peu en retard. Puisque c'est déjà bientôt Halloween, la période des histoires qui font peur et des mystères. Mm-hmm. Est-ce que vous avez préparé vos mots-clés, les filles? Oui. Oui. Alors, Sandra, je t'écoute. Surprise buccale. Ça promet. Voilà. Juliette, c'est quoi ton mot-clé? Moi, c'est le palais de l'amour. Oh. C'est Voilà, en toute vraiment bizarre les associations du coup des... Il n'y a que toi qui elle est là. Je vois tes yeux. Oui. Et toi, Loli? Alors moi, mon mot-clé, c'est momie. Ouh. Voilà. D'accord. D'abord, avant qu'on se lance, vous avez passé des bonnes vacances? Super. Génial. Oui. J'espère que vous avez bien révisé, vous avez bien fait vos devoirs de vacances. Oui. Oui. Vous avez bien noté tous vos mystères pour toute l'année. Non. Il y a que moi, j'ai déjà Juliette. tout rédigé. Ah ouais, t'as 6 mois de chronique prêt. Ah bah, carrément. God damn. On reconnaît les anciens bons élèves. Du coup, un petit peu épisode d'Halloween aujourd'hui. Alors, vos mots-clés sont tous les deux hyper intrigants, mais j'aimerais bien commencer par l'histoire de Sandra. Surprise Ouais. buccale. Sa D'accord, ça a l'air surprise fun. buccale, ouais, Ça a l'air très fun. qui fait peur. C'est à toi, Sandra, raconte-nous. Bonjour tout le monde. Alors, est-ce que vous avez peur d'aller chez le dentiste? Oui. Et Oh toi? non, ça va être une histoire d'arrachage de dents. Oh non. Alors, c'est une histoire de dents. C'est pour ça que je disais que ça allait faire peur, parce que ça dépend pour qui. Oh, j'ai mal. Je déteste ça. Alors, est-ce que vous... J'ai en horreur le dentiste. Alors, du coup, tu souffres... Ah, merci pour la liaison. Tu souffres d'odontophobie, qui est la peur pathologique des soins dentaires. Et d'ailleurs, c'est assez répandu, car elle touche 10 à 15% de la population. Mais aujourd'hui, je vais vous parler de dents, mais exactement des explosions de dents spontanées. Quoi? Mais quoi? Mais qu'est-ce que c'est? En fait, il existe des cas de dents de personnes qui ont explosé à l'intérieur de leur bouche, de manière spontanée. Et c'est reste un mystère inexpliqué. Des vraies dents? Ah, des Il vraies n'y a dents. pas de plombage, il n'y a pas... c'est des Alors, vraies dents. j'y viendrai plus tard, mais c'est partie de la vraie Il y a une dent. histoire de radioactivité. De radioactivité. Alors, Orthodontalactivité. Alors, en fait, au 19e siècle, aux États-Unis, oui, c'est encore aux États-Unis, un dentiste du nom de W.H. Atkinson a présenté au journal The Dental Cosmos, un journal destiné aux dentistes, des cas de patients qu'il a pu rencontrer dont les dents ont explosé. Il a répertorié 3 cas différents. En 1817, un révérend est venu le voir pour lui expliquer son cas. Alors attention, je lis. La canine supérieure commençait à faire mal, son intensité augmentant à un tel degré qu'elle le rendit fou. Pendant ces périodes d'agonie, il courait çà et là, dans l'effort vain d'atténuer sa douleur. Il essaya même une fois d'enfouir sa tête dans le sol comme un animal enragé, ou même de plonger dans l'eau froide. Puis après plusieurs jours de torture, il sentit un craquement comme un coup de pistolet qui fit exploser sa dent, le soulageant immédiatement. Voilà. Ok. 13 ans plus tard, c'est une femme du nom de Laetitia Day, qui vivait aussi dans la région du dentiste, qui lui expliqua que, après un mal de dents prolongé qu'elle n'arrivait pas à faire soigner, sa dent aussi explosa dans sa bouche de manière spontanée, et qui aussi lui procura un soulagement immédiat. Mais c'est que des gens qui sont proches de lui, déjà. Oui, c'est 3 personnes qui sont ses patients qu'il a pu rencontrer dans sa carrière. Mhm. Uh-huh. De toute façon, Celui qui mettait de la dynamite. Et en 1855, c'est aussi une femme du nom de Miss Anna qui est venue à la rencontre du dentiste
et qui expliqua qu'elle aussi, elle a pu avoir une explosion de dents qui était comme une détonation soudaine et intense, qui a été suivie par un soulagement immédiat dans la canine supérieure gauche. Voilà pour Voilà, il y cette... avait un fort magnétisme dans la région et ça faisait fendre les dents. Un fort magnétisme. Tu vas chercher loin. Ouais, tu sais, des fois, il y a des théories très... Ouais, très moi aussi, tirées je pense par les à ça. cheveux, donc, Est-ce que t'apprends ce vite serait- après. Est-ce que ce sera un fantôme qui ferait exploser les dents? Boum! Un extraterrestre. Ah oui. En fait, ce ne sont pas les seuls cas reportés de dents explosives. En 2015, le British Dental Journal a publié une série de lettres adressées à ce journal en particulier par des dentistes qui témoignent de cas avérés de dents explosives. Par exemple, en 1871, le dentiste J. Fels Hibler reporta le cas d'une femme qui souffrait d'un horrible mal de dents et dont la douleur était si forte qu'elle la renda folle, puis, soudainement, la douleur disparut quasiment, et comme elle marchait depuis plusieurs heures, elle s'assit un moment pour se reposer. Puis, d'un coup, sans autre symptôme, sa dent, une molaire inférieure droite, explosa avec une détonation qui la renversa. Sa dent fut brisée en deux, et elle eut une horrible sensation qui lui traversait les oreilles. Pourquoi tu rigoles? Parce que si tu bois froid après avoir bu ton potage chaud, tu vas faire sauter les mailles de tes dents, Emmanuel. Pardon? Ah, j'ai pas la ref, là. La vie est un long fleuve tranquille. Ah, d'accord, ok. Du coup, je me dis, voilà, différence, comme disait Juliette, t'as le climat aussi. Ça fait partie... Bon, j'y viendrai plus tard. Sinon, en fait, la dent de cette nana fut brisée en deux. Elle eut une horrible sensation qui lui traversait les oreilles. Elle fut même sourde plusieurs jours après l'explosion, à cause de la détonation. Il y a eu aussi le cas d'une maman en 1965 qui a écrit au journal et qui a expliqué que la dent de sa fille de 7 ans a explosé plusieurs heures après l'avoir posée sur le manteau de cheminée. Faut que j'arrête de taper sur la table. On dirait qu'elle nous engueule quand elle raconte l'histoire, Sandy. Mais je tiens à signaler... Tu vois, elle est là avec son doigt, elle nous pointe du doigt et tout. Moi, je vous signale, madame. Non, je veux dire, c'est le seul cas, en fait, reporté de la dent qui a explosé après, donc qui n'était plus dans la bouche. Mais c'est basé sur le seul témoignage de la mère, donc qui a retrouvé cette dent explosée dans sa pièce, et sans trop savoir comment ni pourquoi. Donc voilà, il faut se baser encore sur un seul témoignage, sous couvert de conditions extérieures dont on ne connaît pas, tout ça. Voilà. Ouais, c'est un peu light. De quoi? Oh, la nana qui arrive. Oui, ma dent, elle a explosé sur ma cheminée. Je veux dire, tout était réuni pour que ça explose, quoi. Oui. Oui, en plus, ouais, la chaleur, bim. Oui. Et c'était en 1965, enfin c'est... je sais pas. Et alors, moi, j'ai une question. Oui, Tu Molly. disais, la nana, là, qui était sourde parce que ça avait explosé dans sa bouche. Ouais. Mais genre, ça leur arrache la joue aussi ou pas? Bah, c'est ça, il n'y a pas spécialement de détails sur les dégâts en fait de chair qu'il peut y avoir à l'intérieur de la bouche. Là, ils expliquent vraiment qu'elle était assise et qu'il y a eu une détonation en mode POH et ça l'a renversée et ça l'a assourdie. Et il y a juste la dent qui a explosé sans de dégâts, enfin en tout cas mentionné, de dégâts dans la bouche. C'est louche. C'est bizarre. Ouais, c'est bizarre quand même. C'est bizarre. Après, c'est bizarre si le cas est pas forcément vrai. C'est bizarre que plusieurs dentistes, prennent le temps d'écrire des lettres en mode oh la dent de mon patient a explosé. Tu vois, là aussi, ce serait étrange en fait si c'était des cas faux. Ouais. Mystère mystérieux. Mystère mystérieux. Pourquoi je fais la Pourquoi chèvre tu fais la chèvre? Elle est intenable pour ce premier épisode là. C'est à force de faire les animaux à la crèche, je suis. Donc, alors, il existe plusieurs témoignages de dents explosives à travers tout le XXe siècle, mais aucun à notre époque actuelle maintenant. Hein? J'ai pas compris non plus. J'ai fait un AVC. En plus, tu continues comme si après au montage on allait pouvoir récupérer ça, tu vois. Bref. Il existe plusieurs témoignages de dents explosives durant tout le XXe siècle, mais aucun à notre époque actuelle. Ce mystère reste inexpliqué, même si plusieurs théories existent. Et il y a d'autres dents explosées là plus récemment? Non, ce que je disais, en fait, depuis les années 60, il n'y a aucun cas reporté, en tout cas, de dents explosives. En fait, en médecine, il est possible que les dents se fissurent à la suite de maladies, ou qu'elles explosent à la suite de conditions extérieures extrêmes, comme vous en parliez au début.
En fait, par exemple, des explorateurs de l'Antarctique dans les années 60 ont vu leurs dents exploser lors d'expéditions, mais c'est le résultat des températures extrêmement froides, couplées possiblement à des caries, qui faisaient que les dents étaient affaiblies à la base. Ouais, oui. Donc, Et en ça fait- marche aussi pour la chaleur, du coup? J'ai pas Extrême trouvé... chaleur, tu sais pas? Non, j'ai pas trouvé par rapport Extrême chaleur. à le nouveau... Bientôt chez votre marchand de journaux. Ça part dans tous les sens. Alors, on est zen, on est calme, on respire. Mais nous, on est zen, hein. C'est toi qui t'énerve. C'est toi qui cries en secouant les bras depuis tout à l'heure. Je parle à moi-même. Il existe 2 théories. Elle est en Moondra en plus depuis tout à l'heure, Sandy. Pour en revenir à cette théorie. En fait, c'était une époque où les dentistes ne comprenaient pas bien comment la dent se formait. Ils pensaient que la carie se formait à l'intérieur de la dent, ce qui maintenant est faux en fait. La carie se forme à cause de bactéries dans la bouche et c'est de source extérieure, ça se crée pas à l'intérieur. Voilà, donc il est hautement improbable que suffisamment de gaz se forme à l'intérieur d'une dent pour que pouf, elle explose de manière spontanée. En fait, la théorie la plus populaire serait effectivement celle des plombages utilisés, ou plus exactement ce qu'on utilisait pour les plombages. En fait, les dentistes à l'époque utilisaient principalement des mélanges de métaux, dont de l'argent, de l'étain et du plomb. Si 2 métaux différents étaient utilisés dans la même bouche, une réaction électrochimique aurait pu se former qui aurait pu créer un courant électrique. Mais les dents qui ont explosé, c'est des dents qui étaient plombées? En fait, c'est là où le mystère reste inexpliqué, c'est qu'il n'y a aucune mention de plombage dans les cas de dents explosées. Donc en fait, c'est impossible de vérifier la théorie, mais en tout cas, les personnes interrogées, la plupart pensent que c'est ça qui expliquerait. Et d'autant plus que ça a été corroboré par le fait qu'il y a eu un dentiste, Percy Howe, qui a développé en fait une manière de traiter les caries à base d'argent et d'ammoniac. Et en fait, en phase de développement, il a vu les dents de ses patients exploser pendant qu'il appliquait le traitement. L'enfer. Oh là là. Parce qu'en fait, le mélange des 2 produits, donc l'ammoniac Et l'argent? et l'argent, créer une réaction explosive. Donc en soi, c'est possible. Et en fait, ça aurait été aussi possible si la carie émanait suffisamment d'hydrogène dans la dent et dans la bouche. En fait, le gaz couplé à un courant électrique aurait pu créer une réaction explosive. Mais c'est vraiment, faut se tirer par les cheveux. Le gaz couplé à un courant électrique. Donc quoi, ils En fait, se sont mis les doigts dans la prise en même temps? non, Mais moi non plus, je vois pas d'où vient l'électricité, du coup. l'électricité était créée par le mélange des métaux dans la bouche qui crée une réaction électrochimique. Ah d'accord. Comme une C'était de électrolyse. ça dont tu parlais. Ok, d'accord. Ça a créé une forme d'électrolyse dans la bouche qui crée un courant électrique dans la bouche. Oh putain, mais c'est pratique ça. J'ai l'image, tu sais, du dessin animé Sourire d'enfer. Ah oui, Moi, c'était avec son appareil dentaire, mais il y avait un truc d'électricité. c'est Son vrai. sourire. Oui, je me souviens du dessin animé. Mais du coup, en fait, cette théorie est un peu tirée par les cheveux et le mystère reste inexpliqué car impossible de prouver que c'était vrai car on ne sait pas si les patients en question avaient des plombages. Ok. Wow. Ça fait un peu flipper. Sacrée Hein. histoire. Sacrée histoire. Il y a une histoire, c'est pas Feldup, c'est ça? Ah oui? Qui en parle de cette histoire. C'est un dentiste aux États-Unis qui s'amusait en fait à arracher les dents des enfants. Mais pourquoi faire? Pour être méchant? Ouais, c'était un truc de perversion et de pouvoir en fait sur ses Ok. patients. Et sauf que comme il le faisait que sur des jeunes enfants, en fait ça a mis du temps à être découvert puisque les parents ne croyaient pas les enfants au départ. Et puis que lui, il arrachait les dents sous couvert, il y avait des caries, la dent elle était... Ouais. Voilà. Et il me semble qu'au départ il arrachait que les dents de lait, qu'après il a commencé à arracher les dents d'adultes et tout. Enfin, un truc affreux. Et il y a des enfants qui sont sortis édentés, ils n'avaient plus rien. Oh. Et le mec il est resté en activité, je sais plus, 10 ou 15 ans, ça a duré très très longtemps. Oh, mais il faut vraiment être tordu quand même. Ouais, C'est clair. ça c'est vraiment une histoire d'horreur. Ah oui? Dentiste. Ouais. Est-ce qu'on n'enchaînerait pas sur les bandelettes? Les bandelettes. Et alors, mon ami me parlait de bandelettes l'autre jour. Super. Mais quoi? J'ai cru comprendre que ton mot-clé était momie. Ah, donc on peut enchaîner sur ma chronique si vous voulez. Donc moi, mon mot-clé, c'était bandelette. Non.
Mon mot-clé, c'était momie. Petit monstre d'Halloween. Alors, c'est pas trop une chronique qui fait peur, c'est plus historique, un peu insolite. C'est parti d'un fait divers sur lequel j'étais tombée par hasard. En 2015, on a retrouvé un moine momifié depuis environ 200 ans en Mongolie, assis dans la position du lotus. Et des religieux disent qu'en fait, il est pas mort. Il est en ce qu'on appelle un état de Tukdam et qui peut devenir Bouddha. Donc, qu'est-ce que c'est l'état de Tukdam ? En fait, c'est le fait que le moine soit rentré dans une transe méditative très profonde, qui est très très rare. Le médecin personnel du Dalai Lama, il explique que si une personne est capable de rester dans cet état pendant plus de 3 semaines, son corps rétrécit progressivement et à la fin, il ne reste plus que ses cheveux, ses ongles et ses vêtements. Et en général, les gens qui l'entourent peuvent voir des arcs-en-ciel dans le ciel pendant plusieurs jours. Si celui qui médite peut rester dans cet état, toujours d'après le médecin du Dalai Lama, alors il peut devenir un Bouddha, atteignant un tel niveau spirituel qui pourra aider les autres et tous les gens qui l'entourent auront un sentiment de joie très très profond. Donc voilà, ça c'est une momie donc on a retrouvé 2015, ça fait 7 ans, et qui d'après les bouddhistes n'est pas mort en fait. La personne n'est pas décédée, elle est dans cet état. Et en vrai, c'est mort. Il n'y a pas d'activité saugrenue, j'en sais rien, les cheveux qui continuent de pousser ou des trucs improbables. Non, pas sur celle-ci. Mais en revanche, du coup, cette momie, on n'a pas pu l'identifier. Mais on pense que c'est un disciple du lama Dashi Dorso Itigilov, qui était un moine bouddhiste russe, qui lui-même avait été retrouvé en position du lotus momifié. Et alors là, autour de ce personnage-là, j'ai trouvé beaucoup de témoignages, pas toujours sourcés, du style sa peau est encore souple, si tu le blesses, il saigne encore, ou des choses comme ça, tu vois. Et donc du coup, ce Dashi Dorso, lorsqu'il a eu 75 ans, en 1927, faut savoir que c'est une personne qui était une figure importante du monde religieux russe avant la révolution d'octobre. Désolée, petit aparté politique encore. Encore russe, hein, je tiens encore russe. Et du coup, ce moine, il avait senti sa mort venir, et en fait, il aurait demandé aux autres lamas, qui étaient avec lui dans son temple, de faire des séances de méditation et des rites funéraires sur lui. Et les lamas ont dit non, parce qu'il n'était pas encore décédé. Donc du coup, il est parti dans son coin. Il a rédigé un testament contenant des instructions pour la traite de son corps une fois qu'il serait décédé. Et il est parti méditer. Et finalement, il y a d'autres lamas qui l'ont rejoint au fur et à mesure jusqu'à ce qu'il décède. Selon ses souhaits, son corps a été mis dans une boîte en pin et enterré dans un bumkan. C'est un cimetière qui est réservé aux lamas. Mais son corps devra être exhumé par d'autres moines plusieurs années après sa mort. Donc ça, c'est le maître à penser, sûrement, de la momie qu'on a retrouvée en 2015. Okay. Ce Dashi Dorso, il a été exhumé en 55 et en 73. Sa dépouille a été examinée par des moines, et les moines ont constaté qu'il n'y avait aucun signe de détérioration physique. Pour garder le corps en bon état, ils ont mis du sel dans le cercueil, ils l'ont remis en terre, ils l'ont ressorti en 73. Et le corps est resté au même endroit jusqu'en 2002. Comme un jambon. Comme un jambon. Le corps est resté donc au même endroit dans son cercueil en salaison jusqu'en 2002. En 2002, on l'a sorti de nouveau, donc 75 ans après sa mort, en présence d'un photographe, des experts et des chefs de la communauté bouddhiste russe. Sa dépouille a été examinée par des scientifiques, des pathologistes, etc. Et le rapport officiel, accrochez-vous bien, mentionne que le corps est dans l'état de quelqu'un qui est décédé il y a 36 heures. C'est fou. Officiellement, c'est un vrai rapport officiel. Très bien préservé, sans aucun signe de détérioration, les muscles n'ont pas fondu, les membres ne sont pas raides et la peau est encore souple. Ok. Donc on est sur un cas de momie pas desséchée. Ah ouais, c'est génial. Apparemment, son corps... Non mais c'est fou quand même.
C'est vraiment mystérieux, quoi. Ouais, il y a il me semble que c'est à Nevers, en France, qu'il y a une sainte comme ça qui est conservée dans... Ah oui, une relique. Bon état, son corps n'a pas fondu. Elle a peut-être été embaumée. Eh bien, je sais plus, il faudrait que je regarde à nouveau si Ouais. ça a été embaumé ou pas. Mais en tout cas, ça n'a pas même desséché comme une momie égyptienne, par exemple. Ouais. Tu vois, son corps a vraiment une consistance. C'est intéressant. Décédée, oui, c'est ça, le toucher de la peau, tout ça. Ouais. Ouais. C'est assez fou parce que là, du coup, le corps de Dashi Dorzo, apparemment, il a jamais été embaumé ou momifié, à part mis du sel dans le cercueil, quoi. Et du coup, donc, l'explication qu'on aurait, qui n'est pas une explication vraiment scientifique, pour cette première explication, c'est que les bouddhistes, eux, ils affirment qu'en fait, le moine a atteint l'état de Tukdam, dont on parlait tout à l'heure, et qu'en fait, il n'est pas mort, il est toujours vivant. Et les autres lamas, les autres moines, ils l'approchent comme une personne vivante et ils lui serrent la main, ils lui touchent la peau et tout. En 2003, son corps a été déclaré relique du bouddhisme russe et on peut le voir 7 jours par an au monastère d'Ivolginsk en Russie. Et du coup, depuis qu'ils l'ont sorti de son coffre, il est exposé comment en fait? Il est conservé comment? Je pense qu'il le range dans son coffre. Ah, et d'accord. 7 jours par an, ils le mettent en vitrine ou un truc comme ça. D'accord. Je sais pas trop. Ah, c'est spécial. Hein. C'est bizarre, Ouais. Après, ça devient une relique, donc oui, c'est exposé comme un objet saint, entre guillemets, mais et alors, étrange. Petite aparté, ce genre de relique, en fait, est pas comment dire, c'est pas au patrimoine, c'est pas inscrit au patrimoine dans le monde. Donc, parce que c'est un corps humain. Ah oui. Et du coup, ils peuvent pas avoir de subventions, de choses comme ça. Donc, c'est pour ça qu'il y a des temples, on en parlera plus tard, mais il y en a d'autres, des momies comme ça. Et en fait, ils vivent du commerce qu'ils font autour des touristes, etc. Ils ont pas de fonds pour entretenir les momies et tout ça. Ok. À propos de cette momie, un expert en technologie biomédicale qui s'appelle Vladislav Kozeltsev nous explique que le sel dans le cercueil peut avoir ralenti le processus de dégradation du corps, mais il ne peut pas à lui seul, évidemment, expliquer la préservation du lama. Alors, il y a d'autres facteurs qui pourraient inclure le sol ou la condition du cercueil. Il y a aussi une théorie qui est que ce lama aurait pu souffrir d'un défaut du gène à l'origine de la décomposition. Il termine par vous pouvez pas savoir aussi peut-être qu'il a été secrètement embaumé et personne ne le sait. Voilà. Ce qui est possible, en tout cas. Voilà, on ne sait pas exactement. Mais si Dashi Dorzo souffrait peut-être d'un défaut de gène, il faut savoir que l'automomification, c'est une vraie pratique du bouddhisme qui existe depuis au moins le XVIe siècle. C'est quelque chose de pas courant, mais c'est quelque chose qui se pratique. T'as une pratique au Japon comme ça, non? Oui, mais on y vient. Ouais, tout à fait. Okay. C'est exactement ça. Le bouddhisme contient plusieurs types de suicides rituels. Alors, le plus vieux, ce serait le suicide par immolation, qu'on appelle Joshin Hojo, égale le nirvana par l'immolation, mais qui est interdit, qui était déjà interdit en 701 par un texte de loi. Il y a également la noyade rituelle, qui s'appelle Fudarakutokai, et enfin la momification rituelle, qui est la pratique sur laquelle je vous amène, tous ensemble, qui s'appelle le Shokushinbutsu, et dont on date la première existence en 1052. C'est, comme tu disais, effectivement, Sandra, un concept qui a été popularisé par Kukai, qui est un fondateur du bouddhisme Shingon, et c'est une pratique qu'on retrouve surtout au Japon. Donc, Shokushinbutsu, j'ai du mal à le prononcer, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu deviens Bouddha dans ton corps. Donc, pour la petite histoire, Kukai, qui est donc le créateur de cette pratique, on va dire, un jour est entré dans la grotte du mont Koya pour méditer, et ses disciples se sont aperçus que malgré le fait qu'il soit mort, son corps n'était pas décomposé. Donc du coup, il avait, comme ce dont on avait parlé tout à l'heure, retrouvé cet état de Tukdam. Il était entré entre la vie et la mort. Voilà. Qu'est-ce que c'est le Shokushinbutsu? Alors, c'est lié à une pratique de moines qui vivent selon un ascèse très extrême et qui permet à leur corps de ne pas connaître de putréfaction. Une ascèse, c'est un effort qui vise à la perfection spirituelle par une discipline constante de la vie.
C'est-à-dire que tu vas avoir vraiment un rythme de vie très dur, très cadré, pour atteindre une perfection spirituelle. Cette momification du vivant, ça devient la preuve de la foi du moine, ça devient un témoignage de sa pratique et du fait qu'il ait bien rempli ce qu'il devait faire spirituellement. Et c'est une manifestation physique, donc ce Soku Shinbutsu, c'est une manifestation physique d'un état éternel qui est la bouddhéité. Parce qu'un corps momifié continue d'exister pour l'éternité, contrairement à un corps classique. Il y a plusieurs étapes, si ça vous intéresse, si vous voulez vous momifier. Le mode d'emploi. Le mode Ça d'emploi. m'intéresse. Alors, si vous voulez atteindre cet état-là, déjà, c'est bien d'être bouddhiste, pour commencer. Première étape, 1000 jours pendant lesquels le moine fait une activité physique intense et suit un régime alimentaire très pauvre pour perdre toute sa graisse. C'est quand même 3 ans. Ouais. C'est déjà dur. C'est beaucoup de 3 ans. Puis 1000 jours où tu ne manges que des racines, des aiguilles de pin et des écorces. Donc encore 3 ans. À la fin de cette période, normalement, tu devrais avoir complètement éliminé les éléments qui peuvent te rendre putrescible après la mort. Qui sont quoi, les graisses? Les graisses, les toxines, les trucs comme ça. T'as mangé que des trucs qui t'ont purgé, quoi, on va dire. Ça n'a pas l'air sympa. Hein. C'est une période qu'on appelle le Mokujiki, qui veut dire repas de bois. Ensuite, c'est pas fini. Ensuite. Finalement, non. Non, merci, c'est bon. Je te laisse cette pratique, Sandra. Non, merci. Ensuite, pas 1000 jours, pardon. Ensuite, le moine ne boit exclusivement qu'une boisson à base de sève d'urushi. C'est un sumac japonais. C'est une sève qui est très toxique pour le corps, qu'on utilise pour laquer les meubles et qui élimine les bactéries. Ce thé d'urushi le fait vomir et lui donne la diarrhée. Ce qui permet à la fois d'avoir un processus de déshydratation et à la fois un processus d'empoisonnement. Et aussi, vu que c'est quelque chose de toxique, ça empoisonne et éloigne les insectes de son corps. C'est la souffrance, c'est la souffrance. Mais c'est ça, on va y venir, mais les cycles, dans le bouddhisme, tu as plusieurs cycles de vie qui sont une éternelle souffrance jusqu'à ce que tu atteignes un état éternel de félicité, quoi. Sandra me regarde avec des yeux. Alors, donc, on a fait le sport, on a mangé sain et bio, on a bu du thé. Qu'est-ce qu'on fait maintenant? Le moine est emmuré vivant. Donc, c'est lui qui creuse sa tombe, son repère, qui pose les pierres, etc. C'est une pratique qu'on appelle le Doshu Nyujo. Et il se met en position du lotus, avec seulement un tuyau de bambou comme source d'air pour respirer. Et tous les jours, il doit faire tinter une petite cloche pour que les autres moines sachent qu'il est vivant. Donc voilà, il est emmuré comme ça. Et le jour où la cloche ne tinte plus, on bouche le petit trou, on attend de nouveau 1000 jours, et enfin, on ouvre le tombeau, lieu, pour voir si le processus a fonctionné. Je sais pas ce qui est le plus horrible, ce que tu décris ou la manière dont tu l'écris. On bouche le petit trou. Délicatement. Et on attend que ça cuise pendant 3 ans. Mais c'est vraiment, en fait, cette pratique, elle est belle parce que c'est une ascète vraiment, c'est un truc de vie où, de leur vivant, ces gens-là se préparent à leur après-vie, quoi. Et quelque part, nous, en tant qu'Européens, on parle de mort, mais eux, ils sont pas morts pour eux. Oui. Ils ont atteint un état éternel. Bon, ils mettent des années pour l'atteindre, mais voilà. Et du coup, donc, passé cette période, on ouvre pour voir si ça a marché. Mais il faut savoir que c'est quand même arrivé peu souvent que ça fonctionne. Tout ça pour que ça marche pas forcément. Voilà. Mais les moines étaient quand même honorés pour leur volonté d'avoir essayé. Alors, comme toujours, plusieurs sources, plusieurs versions, plusieurs experts. Il paraît que la momification n'était pas complètement naturelle. C'est-à-dire qu'il paraît qu'il y avait un traitement effectué après le décès et que parfois on laquait les momies. On en parlait tout à l'heure. Pourquoi c'est si complexe de se préparer pour le Shokoshun Butsu? Déjà, on connaît les momies égyptiennes, mais le climat en Égypte est plus apte à faire des momies. Au Japon, il y a un taux d'hydrométrie très élevé, donc il faut vraiment préparer le corps en amont. Enfin, le bouddhisme,
on le disait tout à l'heure, repose sur une chose fondamentale, c'est la souffrance. On vit au fil des cycles de réincarnation et la vie est une souffrance dont il faut briser le cercle et atteindre la bouddhéité. Ça a été un peu complexe pour moi, cette histoire de bouddhéité, parce que je suis pas du tout une experte, je connais pas très bien le bouddhisme. Donc j'ai surtout trouvé des articles, dont un texte d'une certaine Aurelia Orita, qui est une Française qui vit au Japon, et qui vit pas très loin de là où on trouve le plus de momies sacrées. Et elle connaît très bien la culture japonaise, donc les informations que je vous donne à présent sont surtout issues de ses connaissances à elle. D'accord. Donc cette nana, elle explique que la bouddhéité, c'est le stade ultime, la fin du cycle des réincarnations et d'un cercle de souffrance, et qu'un ascète doit faire l'expérience de la souffrance pour avoir une connaissance totale du monde. La souffrance éprouvée par le moine, lorsqu'il empruntait la voie de l'ascèse, le Shugendo, se révélait de plusieurs façons. Premièrement, la faim, on en parlait tout à l'heure, régime à base d'écorce. Ensuite, le froid. Les Shoku Shunbutsu, on en retrouve surtout autour du mont Yudono. Et en fait, pendant leur ascèse, ils allaient dans le froid, dans une petite vallée proche de cette montagne, sans jamais en sortir en fait. Donc ils étaient congelés. Ensuite, l'effort physique, puisqu'ils creusaient eux-mêmes leur propre tombe. Et enfin, la brûlure, parce qu'ils boivent ce thé dont on a parlé, qui est très très corrosif, très toxique. Cet abandon du corps, nous, ça nous paraît vraiment hardcore, mais vraiment pour eux, c'est pas vraiment un suicide, c'est une existence simultanée entre le monde des vivants et le nirvana. Tu sais, ça me fait penser en fait, comment te dire, quand tu recherches du plaisir dans la douleur, je sais pas si au bout d'un moment, ils ont tellement eu une vie faite de douleur qu'en fait, ils sentent plus rien. Parce que... Je sais pas, parce qu'il y a des pratiques où les gens continuent à sentir quand même. Oui. Mais là, quand même, tu parles de périodes très longues où ils endurent quand même un sacré calvaire quand même. Ouais, je pense que t'as atteint un état religieux dans ta tête. Tu sens plus. Tu sens plus, ouais. T'es complètement dévoué. Ok. J'en étais où ? Ah oui, nous on parle de suicide. D'ailleurs, même si pour eux c'est pas un suicide, aux yeux de la loi c'est quand même un suicide. En 1879, l'empereur Meiji a interdit cette pratique. Le suicide assisté est également interdit au Japon. Le suicide religieux est illégal aussi. Et aussi, on n'a pas le droit de sortir un corps d'une tombe au Japon. C'est interdit par le code pénal. Donc comme dans les différentes étapes de préparation, à un moment donné, il faut sortir de ta tombe, normalement c'est illégal. Au Japon, c'est dans la préfecture de Niigata, sur le mont Yaiko, que l'on trouve le plus d'anciennes momies. Et certaines momies de Shokyo Shunbutsu sont exposées dans des temples et sont vénérées. Au Japon, on en dénombre 18. Elles se trouvent du coup essentiellement dans cette région-là. Et on peut les voir, les prier, les vénérer. Et comme je vous disais tout à l'heure, malheureusement, elles ne sont pas inscrites au patrimoine japonais. Donc c'est des temples qui vivent essentiellement des dons. J'ai juste une question, du coup, si c'est pénalement c'est répréhensible, quand ils sortent les momies, qu'est-ce qui se passe alors? Ils ont une amende, disons quoi? Je pense que s'il n'y a personne pour le voir... Mais du coup, la momie qu'ils vont exposer, ils se doutent bien qu'à un moment donné, ils l'ont sortie de leur tombe. Mais alors, du coup, c'est pénalement interdit depuis... C'est pénalement interdit depuis 1880. Donc, donc les momies actuelles, en fait, elles ont été sorties. Elles ont été sorties avant, ouais. D'accord, ok. Mais je pense que ça empêche... je pense que les personnes religieuses comme ça qui sont très très impliquées, rien ne les empêche de faire ce qu'elles veulent. Oui. Mais ça empêche de créer vraiment une pratique continue de ça. Oui. Ok. Et voilà. Et du coup, c'est une pratique qui est un mystère pour les chercheurs parce que même si les moines réalisent toutes ces étapes pour rendre leur corps imputrescible, le fait de ne pas retirer les organes, comme faisaient les Égyptiens, je ne sais pas si vous vous souvenez, quand on apprend ça à l'école, ils enlèvent les organes, ils les mettent dans des pots et tout. Qui font sortir le cerveau par le nez. Voilà, c'est ça. Ça, au Japon, ils ne le font pas. Et du coup, les organes devraient déjà dégrader le corps, en fait. Après, je comprends, parce que si tu es passé par toute une phase où déjà tu évacues toutes les bactéries de ton organisme et tu t'en rends ton corps toxique pour les insectes et les bactéries,
Enfin, ça m'étonne pas du coup que le corps ne se dégrade pas après. Je sais pas, parce que je me dis ton cœur ou tes poumons, tu vois, ça reste de la matière. Je sais pas. Ça reste quand même assez fou. Ouais. Parmi les théories avancées, on a la fameuse piste du thé toxique, le thé d'Urushi là, qui buvait. En fait, comme toutes les momies ont été trouvées à peu près au même endroit, ils se sont dit, en fait, ils faisaient ce thé à partir d'une source d'eau qui était la même pour tout le monde. Et apparemment, il y aurait de l'arsenic dans la source d'eau proche du temple. Et l'arsenic est connu pour être un bactéricide efficace. Donc, ça aurait pu contribuer encore plus que leur mode de vie. Et enfin, en 1960, il y a l'université de médecine de Niigata qui a fait une étude sur les momies, et qui a révélé que la plupart des corps avaient subi un traitement de déshydratation après leur mort. Un peu triché. D'accord. Voilà. Alors, tu nous parlais tout à l'heure, Juliette, d'un corps préservé en France, mais est-ce que tu l'as retrouvé ? Attends, je regarde. Parce que vraiment, j'ai été la voir en fait, donc j'ai pas rêvé. Alors, Sainte Bernadette de Soubirous. C'est Bernadette de Soubirous qui est... Tu connais ? Je sais pas, mes parents faisaient toujours des blagues dessus parce que je croyais voir des trucs. Pardon ? Mais oui, ils disaient pas ça, tes parents ? Non. C'est Bernadette de Soubirous qui aurait vu... Je sais pas, je connais pas bien l'histoire, mais elle aurait eu pas une hallucination, mais elle aurait dit qu'elle aurait eu des visions. Et personne la croyait. Ok. Non, moi on me disait quand j'entendais des voix, tu es Jeanne d'Arc ou... Ah, j'avais la version Bernadette. Si tu retrouves... c'est ça, celui-ci a été retrouvé dans un état de conservation extraordinaire, ce qui suscite encore aujourd'hui de nombreuses interrogations. Donc elle a été exhumée de son tombeau. Son corps est placé par la suite dans une châsse de verre et de bronze dans la Saint-Pelle Saint-Gilles-d'Arc à Nevers, visible encore aujourd'hui des visiteurs et des pèlerins. Et moi je me souviens qu'elle porte du coup une toge et puis des gants, en fait, un masque. Elle a quand même des trucs pour la cacher, quoi. C'est ça, mais si tu veux, bah, le corps est encore consistant, quoi. Tu vois, t'as les gants, tu vois, t'as les mains, t'as l'impression que tu peux encore la toucher. Ouais. Et de la chair, enfin, c'est très étrange. Après, faudrait pousser le sujet, faudrait regarder en détail. Parce que, du coup, il y a une autre... faudrait pousser le sujet, on ne sait pas si elle a été embaumée ou pas, parce qu'il y a une autre dépouille qui est parfaitement conservée, parce qu'elle est embaumée et très bien entretenue, qui est très célèbre dans le monde. Est-ce que ça vous parle ? Bon, vous connaissez mes passions, la Russie... Non, je vois pas. Ça vous dit rien ? Non, moi non plus, ça me dit rien. Alors, sachez-le, c'est le corps de Vladimir Ilitch Ulyanov, alias Lénine. Ah, il était embaumé. Ah ouais ? Oui, le corps de Lénine est conservé sur la place Rouge en Russie, au mausolée de Lénine, et vous pouvez le voir gratuitement tous les jours, de 10h à 13h, sauf les lundis et vendredis. Ok. Voilà, je trouve ça intéressant, et ce qui est intéressant aussi, c'est toutes les conditions de conservation et les techniques scientifiques qu'ils utilisent, parce qu'il faut savoir que la conservation du corps demande des soins tous les jours, et d'après une étude publiée en 2015, donc après plus de 80 ans de conservation, l'état du corps de Lénine reste excellent. Néanmoins, en raison des traitements subis, notamment la peau remplacée parfois, les organes corporels extraits, le corps authentique de Lénine n'est conservé qu'à 23%. Il n'y a que 23% de Lénine dedans. Donc c'est pour ça peut-être que Bernadette de Soubirous aussi, faut voir. C'est quoi le reste des pourcentages par contre ? Ça peut être de la cire, du plastique, des fluides, tu vois, ils remplacent, c'est pas... Voilà. Si ça vous intéresse, tous les 2 ans, il y a un réembonnement et ils le plongent dans des bains de glycérol, de formaldéhyde, etc. et d'autres produits. J'avais aucune idée que Lénine avait été embaumé de cette façon, qu'il était exposé encore. Je savais Ah pas ouais, tu peux y aller comme ça, sur la place Rouge, c'est gratos. C'est très bien. Alors bon, il y a ce que je disais justement, je me suis dit putain, mais c'est trop dingue. Ils demandent quand même de pas prendre de photos, de pas porter de casquette, de pas avoir les mains dans les poches. T'y vas pas comme ça, hein. Oui, ça reste un corps humain quand même.
comprends. Et d'ailleurs, là, en ce moment, avec la situation en Russie et tout, il y a quand même pas mal de Russes, malgré tout, qui disent qu'il est temps de l'enterrer. Je crois qu'il y a plus de 60% lors des sondages de la population russe qui dit qu'il faudrait peut-être arrêter le délire et le laisser tranquille. Parce que lui-même avait demandé à être enterré. Ah, c'est contre sa volonté. Oui. Ah oui, effectivement, ouais. Oui, là, je pense pas qu'il ait demandé à être embaumé et exposé. Je sais pas, le mec peut avoir un délire de la personnalité. On ne sait pas. C'est Lénine, on est prêt à tout. Voilà pour moi. Très intéressant en tout cas, Loli, tout ça. Très chouette. Ça fait un peu peur. Enfin, j'essaie d'imaginer la vie qu'ont eu ces moines pendant près d'une dizaine d'années à endurer les pires souffrances pour se finir enterrés vivants. Je trouve ça affreux. Mais après, je respecte les croyances d'autrui. Donc, Mec, ouais, c'est fou. Enfin, moi, je me dis à quel moment tu tiens, tu vois, déjà 1000 jours, tu fais fondre toute ta graisse, après tu bouffes des écorces. Après, tu bois de la laque. Est-ce que au bout de 2000 jours, tu peux te dire non, finalement, j'arrête? Non, je pense que justement, en fait, t'es tellement engagé que tu peux pas retourner en arrière parce que tu te dis, j'aurais fait tout ça pour rien. C'est vrai. Et du coup, tu vas jusqu'au bout. Et puis en plus de ça, tu dois avoir le groupe qui t'entraîne. Oui, parce qu'ils comptent un peu sur toi pour atteindre cet état-là. Ouais. Tu dois vivre en vase clos, effectivement, avec des gens qui ont les mêmes croyances que toi, qui t'entraînent dans tout ça, donc j'imagine. Ou qui t'encouragent si tout d'un coup tu es là, je sais pas, en fait. Genre tu manges un Twix. Emmuré, je suis pas sûre. Le repas de bois, je sais pas, là. T'imagines, emmuré, je suis pas sûre. Comment les autres, ils te motivent? Mais si, c'est très bien, emmuré. Non, mais ça va être sympa, tu vas voir. On va te donner ta petite paille. Ce sera parfait. Et ta petite clochette. Oh là là. Ouais. Mais c'est vrai que quand tu y repenses, quand il parlait de l'état de Tugdam et que tous les gens qui l'entourent voient des arcs-en-ciel et vivent dans une profonde joie, finalement oui, ton groupe religieux doit te soutenir pour quelque part être proche d'une momie vivante sacrée et vivre et voir des arcs-en-ciel. Après, je pense que tu dois quand même être sacrément ancré dans ta foi pour te lancer dans un processus pareil. Enfin voilà. Juliette, c'est un peu moins glauque, je pense, ton sujet, non? Amour. Oui. Plus léger. Dis-nous, de quoi vas-tu nous parler, Juliette? Je vais vous parler du palais de corail qui se trouve en Floride. Voilà, et qui a été construit par un homme du nom d'Edouard Litzkalnin, originaire de Lettonie. Et il est né en 1887. Donc pour la petite histoire, déjà c'est un garçon à la santé très fragile. Étant petit, il passait son temps soit le nez dans ses livres, soit à être alité, à être malade. Et du coup, arrivé à l'âge adulte, il garde une silhouette très frêle. Alors selon les sources, ça dépend, il fait entre 1m50 et 1m60 pour 40 kg. Mais il est tout petit, tout rachitique. Vous pouvez même trouver des photos de lui sur internet. Il est vraiment tout petit. Mais il conserve une grande soif de connaissances et il continue énormément de lire. À l'âge de 26 ans, il doit se marier avec une jeune femme de 16 ans qui s'appelle Agnès Cuff, qu'il surnomme affectueusement Sweet 16. Mais celle-ci... Bonjour Pépin. Bonjour Pépin. Tu fais exprès de venir pour ma chronique. En plus, il t'a engueulé en mode « Qu'est-ce que tu fais ?» Non mais là, il m'entend parler, il se dit « Ah là là, elle parle à quelqu'un d'autre que moi. » Bon, on va faire comme s'il n'était pas là. Alors déjà, lui a 26 ans, elle 16. Donc reprenons. Donc à l'âge de 26 ans, il doit se marier avec une jeune femme de 16 ans, Agnès Cuff, qu'il surnomme affectueusement Sweet 16. Mais celle-ci rompt les fiançailles juste un jour avant le mariage. Le cœur brisé, il décide pour la reconquérir de réaliser une œuvre unique au monde qui proclamera son amour pour elle. Il va plus ou moins construire son Taj Mahal. Ok. Donc avant de commencer son œuvre fantastique, il part au Canada. Il devient d'abord charpentier et ensuite il s'occupe un peu de bétail en Californie, au Texas, il bouge pas mal sur le territoire. Et à un moment donné, en 1919, il est touché par la tuberculose. Parce qu'on se souvient, il a une santé assez fragile et du coup il va se diriger vers la Floride pour avoir un climat plus chaud,
pour guérir de sa tuberculose. Donc, sur les côtes de Floride, il y découvre une pierre locale qui s'appelle Coral Stone, donc la roche de corail, qu'il utilisera pour bâtir son œuvre appelée le château de corail. Et c'est une roche à l'état brut. Alors, c'est une roche sédimentaire qui est issue de zones coralliennes en fait. D'accord, c'est pas du corail. Non. J'ai mis du temps à trouver réellement ce que c'était, mais non, c'est vraiment ce qu'on appelle le calcaire corallien en fait. D'accord. Ok. Mais voilà, c'est une roche calcaire. Tu connais toi? Je pense que Pépin il connaît. Il est intelligent ce Pépin. La dernière fois il faisait des maths. Oh. Tu veux pas attendre un peu si... Non mais il est 12h16 là, Juliette, t'es folle, c'est l'heure de manger. C'est l'heure des crooks. Donc, pierre sédimentaire. La pierre. Donc, il trouve sa matière, il se dit c'est bon, je vais construire mon palais et tout ira mieux, Agnès va revenir. Donc c'est à partir de là que le mystère s'épaissit. Car la version... Il était plus malade? Bah non, puisqu'après il a travaillé près de 30 ans sur son palais. Ok. Il a guéri de la tuberculose comme ça. Il était en Californie. Alors, après c'était peut-être que voilà, c'était pas vraiment une tuberculose, c'était peut-être une autre forme de maladie un peu similaire, je sais pas. Ou alors il est resté un peu malade, mais du coup le fait qu'il y avait un climat chaud, ça lui permettait d'être suffisamment en forme pour faire sa petite vie. Mais bon, ça reste donc un homme très chétif, un peu malade, et qui va construire un palais pour sa dulcinée. Un château pour sa dulcinée. Et je vous dirai après si ça a marché. Ah, parce que j'allais te poser la question, est-ce que ça a marché? Donc, à partir de là, le mystère s'épaissit. Donc en fait, la version officielle, encore aujourd'hui, c'est que en plus de ça, Edward travaillait seul, de nuit, à l'aide d'outils rudimentaires. Donc, dans les outils, on peut trouver des pièces automobiles, des pioches, des treuils, des cordes et des poulies, pour déplacer des blocs qui pouvaient peser jusqu'à 1000 tonnes. C'est le mystère des pyramides. C'est un peu ça, c'est vrai. Eh ben oui, et effectivement, lui, il va entretenir en plus le mystère parce qu'il va dire qu'il a découvert le mystère des pyramides et le mystère des grandes constructions humaines, et que grâce à ce secret, il peut réaliser son château tout seul. Et par contre, le fait qu'il ait construit tout seul, c'est basé que sur son seul témoignage? Oui. Ah, et en quoi il sait? Même si, du coup, en fait, le truc, c'est que, malgré tout, comme il travaillait de nuit, ses voisins, ils voyaient le truc se construire. Mais voilà, ils ont jamais vu... officiellement, dans les témoignages, il n'y a jamais eu de groupe de personnes qui est venu, il n'y a jamais eu... Tu vois, il était seul là-bas, il avait pas de famille, pas de... il s'est fait des amis et tout, mais bon, voilà, il n'y avait pas... Ok, d'accord. Et puis ça a duré, je crois que c'est 28 ans au total. Comment donc, même si tu te dis, il y a 3-4 potes qui sont venus de temps en temps pour l'aider, bon. Juste, comment il s'appelle le palais? Je voudrais juste voir des photos à quoi ça ressemble. Le palais de corail. Palais de corail. Je regarde juste. Alors c'est très rustique, ça fait plus comme un château fort un peu, tu vois, c'est vraiment des murs massifs, il n'y a pas beaucoup d'ornementation, une grosse tour. C'est beau. Je vais vous le décrire un petit peu par la suite. Ouais, c'est assez... quand il y a des photos, c'est assez poétique. Ça fait penser... Pardon, je te coupe, mais ça fait penser au palais du facteur... Oui, du facteur cheval, mais plus rustique. C'est pour ça que je dis c'est plus rustique, parce qu'il n'y a pas... Au facteur cheval, il y a vraiment beaucoup d'ornementation, beaucoup de signes, de symboles, c'est très raffiné. Là, un petit peu moins quand même. Donc ouais, pour vous décrire un peu le château, pour ceux qui nous écoutent, donc il y avait un mur d'enceinte qui entourait du coup toute la propriété, qui pouvait atteindre donc 3 mètres de haut. Il y a une tour sur 2 étages qui fait 12 mètres de haut. À l'intérieur des murs du château, on peut trouver différentes sculptures en forme de lune, de planètes, y compris un cadran solaire précis, un télescope, une obélisque, plusieurs meubles, dont une table en forme de cœur et plusieurs lits.
Dans certaines sources, j'ai même vu que, en fait, il avait préparé une chambre pour des enfants. Mais les meubles, voilà. ils sont en pierre aussi? Oui, tout est en pierre. Oh, wow. Okay. Et il vivait là-dedans. Donc pareil, alors lui, il aurait pu être moine bouddhiste, parce que clairement, c'était... apparemment, il vivait une vie très très austère. Il n'y avait pas d'électricité, il n'y avait pas d'eau courante là où il vivait. Il vivait au milieu de ses pierres, et voilà, et la journée, il dormait, et la nuit, il construisait son truc, quoi. Wow. Grosse dépression, quand même. Un peu étrange. Mm. Oui. C'est bizarre qu'il construisait la nuit. Bah, peut-être pour entretenir justement son mystère. Comment il faisait. Ok. Parce que... Alors, donc voilà, il avait prévu vraiment une maison pour Agnès et leurs enfants, quoi. Et puis, bah, le plus impressionnant, c'était un portail de pierre qui était parfaitement équilibré et qui pouvait pivoter. En fait, il y avait une sorte de porte qui formait comme un gros menhir et qui pouvait pivoter sur lui-même. Et il suffisait de le pousser apparemment du bout des doigts et ça s'ouvrait, ça glissait. Et son fonctionnement est resté un mystère jusqu'en 1986, année où il a cessé de bouger. Et lorsque la porte a été retirée, il a été révélé qu'elle tournait sur un arbre en métal et reposait sur un roulement de camion. Ah, il y avait des astuces. Malgré tout, voilà, il y avait des astuces, mais malgré tout, on se demande encore, il avait aucun outil de perçage, à part des pioches. Comment il a fait pour creuser de long en large une porte de plusieurs mètres de haut pour insérer une tige de fer à l'intérieur. Alors, ou alors il a mis 10 ans à faire sa porte et puis... je sais rien, il tapait la petite sa barre de fer, ouais, comme les prisonniers qui s'évadent, mais je sais pas. Considérer qu'il a l'air quand même sacrément tenace, c'est possible, hein? Ah ouais, non mais il lâche rien. Il lâche rien. Donc voilà, donc après il y a eu aussi, donc après j'imagine que le mystère... Et la légende grossissait hein, dans la région, donc il y a des enfants qui ont commencé aussi à raconter à leur famille qu'ils avaient vu des blocs de pierre qui volaient. Ah oui, d'accord. Qui volaient la nuit sur le chantier, et que du coup il avait recours à l'antigravité, au magnétisme, tout ça, tout ça. Donc, des extraterrestres. Oui, vraiment, j'allais le dire, on est à 2 doigts des extraterrestres. Trop bien. Voilà, et officiellement, donc ça c'est... sur le site internet du site touristique, du coup, parce qu'aujourd'hui c'est un site qui est ouvert à tous. La seule fois où il aurait été aidé, c'était en 1936. En fait, il a décidé de déménager son château, parce que l'endroit lui plaisait plus, donc il l'a déménagé à quelques kilomètres de là où il se trouvait. À l'origine, le château était à Florida City, et il l'a amené à Homestead, donc juste à côté. Et du coup, un ami est venu avec un tracteur pour l'aider à transporter les pierres. Personne n'a jamais vu Edward charger ou décharger les pierres. Et en fait, tout se faisait la nuit. Et on voyait juste le tracteur qui amenait les pierres. Mais il a démonté son château pierre par pierre pour le remonter. Ouais, c'est ça. Mais il vivait de quoi, ce chum? Mais il était d'une famille riche pour avoir toutes ces liquidations. Pour avoir le temps de porter des pierres. Bah, c'est ça, enfin, quand même, faut acheter tout le bloc de pierre, faut vivre de... Ah non, il a rien acheté, en fait, il a extrait les pierres dans un terrain voisin. Ah, mais même. Voilà. Oui, mais la nourriture, il fallait bien qu'il vive de quelque part, tu vois, enfin... Bah apparemment, il mangeait quasiment rien. Je te dis, un moine, lui aussi, certainement que... Il faudrait exhumer son corps, mais certainement que, voilà... Transcendé par l'amour. Tu sais, c'est une forme de croyance aussi. Hein. C'est vrai. Donc, lorsque le château fut achevé, il organisa des visites guidées. Donc, il faisait visiter à des petits groupes de gens dans la journée. C'était je crois que 50 cents ou un truc comme ça. C'était vraiment que dalle. Hein. C'était vraiment pas quelque chose de très lucratif. Et lorsqu'il fut interrogé sur ses motivations quant à la construction de son œuvre, il déclara, se tournant vers l'Est, vers la Lettonie, qu'il voulait simplement qu'Agnès entende parler de sa construction, vienne la voir et se rende compte de tout l'amour qu'il lui portait. Macho, man, mec toxique. Je sais pas, en vrai, parce que à la fois c'est hyper, c'est pervers. Oui. Et en même temps, c'est mignon. L'endroit en lui-même, c'est très beau. C'est fascinant, tu vois. L'échelle dans laquelle les proportions que ça prend font peur, en fait.
Oui, ah oui, pour la nana. Oui. Mais d'un point de vue extérieur, je trouve ça fabuleux. Bon, et du coup, bah, vous allez savoir si Agnès la rejoint ou pas. Mais oui, parce que c'est ce que j'allais te demander. Du coup, Agnès, elle en a entendu parler de ce château ou pas? À votre avis? Non. Oui. Oui. Non, c'est vrai. Mais non. Je suis trop déçue. Non, elle a été retrouvée, cette Agnès. Il y a des journalistes qui ont été l'interviewer en lui racontant, bah voilà, ce mec à l'autre bout du monde a construit un château pour vous, est-ce que vous voulez le rejoindre? Et en gros, elle a dit, bah, j'en voulais pas à 16 ans, j'en veux pas maintenant, quoi. Allez, Je suis désolée, you mais- go girl. Il est laid, j'en veux pas, quoi. Il était vraiment laid. Et bah... Il est pas beau, en tout cas. Non, puis c'est bizarre parce qu'il a construit un château pour lui prouver son amour, mais il l'a jamais mis au courant. Enfin, la meuf, elle peut faire toute sa life sans savoir qu'il y a un château qui l'attend. J'imagine la Oui, nana... c'est pour ça, ça fait certainement partie de la légende aussi, tu vois. Ouais. Je me demande si... peut-être lui, il se racontait un peu d'histoire, et peut-être qu'après, il s'est dit, oh, ça fait quand même... Tu vois, il s'est peut-être exilé aux États-Unis à cause de cette histoire, mais qu'après, il s'est dit, ah, c'est vrai que c'est un bon... Le rêve un bon américain. truc voilà, pour les visites. Je sais pas. Je sais pas ce qu'il avait dans la tête. Moi, je l'imagine plutôt, en fait, partir effectivement à cause du refus de cette nana. Mais du coup, idéaliser cette nana et vivre plutôt dans son idéal l'idéal de cette relation qu'il aurait pu avoir et l'idéal de cette femme. Et en Oui, fait, plutôt que de créer une vraie relation. c'est ça. Oui, bah clairement. vivre dans le De toute déni. façon, je te dis comment il... Enfin voilà, la table en forme de cœur, les berceaux de pierre pour leurs enfants. Enfin, tu vois, ils vivaient dans son C'est un peu délire, glauque tu vois. quand tu penses, ouais. Mais très glauque, hein. T'imagines, le mec, il pleut, il est dans son château, sans eau, sans... Enfin, c'est très glauque. Non, mais t'inquiète pas, j'ai fait des berceaux pour les enfants. Ils sont en pierre. Tu le retrouves à 3h du matin. En train de manger des cailloux dans une poêle en cailloux. En train de bercer des enfants qui n'existent Oh là, pas. ah le malheur. Ah, mais... C'est possible. Ah, c'est un peu creep en fait cette histoire. Un petit peu. Ouais, On rejoint le ça thème dépend d'Halloween. comment on prend l'histoire, mais ça peut vite devenir Si tu très commences... glauque. Et comme on ne sait pas vraiment ce qu'il faisait dans ce château, Ouais, c'est vrai. si s'inventait une vie réelle avec des personnages imaginaires, enfin, tu vois, on... C'est pas trop, quoi. Mais malgré tout, le mec, il a ouvert son truc, il faisait les visites, il expliquait aux gens comment, voilà, il avait construit son château, donc il était pas complètement fou furieux, et, apparemment il avait des amis. Ah ouais. Moi, je On l'imagine. n'a pas affaire à un fou, c'est ça qui est... Moi, j'imagine Enfin. quand même. T'es dans ton petit groupe d'amis, tu vas visiter ce château, et il y a un mec qui pop de derrière un mur, les cheveux en bataille, c'est pour la visite. Le regard fou. Les yeux injectés de sang, tu sais. Alors là, voilà la chambre de ma future épouse. Voilà les berceaux des enfants que je n'ai pas. Voilà la table en forme de cœur pour témoigner de mon amour. Elle est où? Elle est en Lituanie. En Lettonie. Lettonie, pardon. Oh, Lettonie. Et elle est au courant de ça? Non, pas du tout. Ah, Ah, très bien. Mais oui, c'est ça, c'est pour ça que c'est pas si glauque, parce que mine de rien, bon, la pauvre Agnès, elle a rien demandé, mais le mec, il l'a jamais harcelé plus que ça. Enfin, tu vois, il a pas envoyé des lettres, il y a rien eu, Non, il en lui fait. aurait envoyé des cailloux du Il coup. a- Peut-être, elle a pas compris le message. Mais, bah, en même temps, tu t'imagines, parce qu'ils l'ont contacté assez tard, je suppose, cette Agnès, t'imagines à la fin de ta vie, il y a des journalistes qui viennent te chercher et on te dit, alors cet homme que vous avez connu à 16 ans, que vous avez rejeté, a construit un palais pour vous. Mais il n'y a pas d'eau, pas d'électricité, pas de chauffage. C'est c'est ça. ça aussi. Vous avez 85 ans, voulez-vous y aller? Ah oui, c'est à l'autre bout du monde, au fait. C'est aux États-Unis, hein, ah oui. Mais c'est en Floride. Au bord de la C'est vrai. mer. Voilà. Florida Life. J'imagine à la place de la nana, pardon. Mais je reviens sur cette histoire où il a tout construit tout seul. Ils n'ont pas retrouvé, maintenant que ça se visite, enfin c'est un site touristique, ils n'ont pas retrouvé des trucs genre extraterrestres ou un peu Bah, pas du mystérieux? Pas du tout. En fait, c'est même plutôt l'inverse. C'est-à-dire que dans la tour principale du château, ils ont entreposé en fait tous les outils et les moyens qu'il avait à disposition pour construire son œuvre. Et vous verrez, il y a des photos qui existent sur Internet et t'as vraiment juste des pioches, des cordes, des poulies, t'as que ça.
Il avait que ça. Sachant que, enfin, comment te dire, il a créé son château sur 30 ans. Enfin, j'imagine le mec vraiment tenace qui a tenu 30 ans avec des moyens archaïques pour faire son château, j'imagine. Hein. C'est vrai que finalement, les 1000 jours de repas de bois, les 1000 jours de lac, de thé toxique et tout, c'est que dalle en fait. En fait, ça m'étonne pas. Je veux dire, vu sur la longueur que ça a pris, effectivement, avec juste par la ténacité et le fait de vouloir y arriver, il a peut-être effectivement, par exemple, tu parlais du système de la porte, sur 10 ans, il a peut-être fait, mais ça a pris 10 ans, tu vois, mais il l'a fait quand même. Ouais, je sais pas. Soit ça, soit il raconte des chars. Ouais, mais c'est vraiment fascinant. Je trouve. Oui. C'est effrayant et fascinant. Il a fait de mal à personne, mais il reste très effrayant comme monsieur. Oui. Et donc, du coup, il est mort. À l'âge... C'est pas drôle. Non, mais non. Il est mort à l'âge de 64 ans. Il est mort jeune quand même. Ouais. Oui, c'était, on le rappelle, hein, c'était quelqu'un de... un peu fragile. Bizarrement, construire un château sur 30 ans, ça conserve pas. Toujours les mêmes qui partent plutôt de la classe ouvrière. Puis du coup, il vivait dans son château, il n'y avait pas de chauffage. Il mangeait, je sais pas s'il mangeait de l'écorce, mais clairement, il mangeait pas beaucoup. Voilà, c'était pas quelqu'un... Et puis la petite anecdote aussi pour sa mort, qui est un peu triste aussi, c'est-à-dire qu'il est tombé vraiment malade. Du coup, il a mis une sorte de petite pancarte sur le mur du château en mode vous inquiétez pas, je suis malade, je reviens. Puis jamais Oh non, il est mort tout seul. Il a pas une vie rigolote. Non, c'est pour ça que... C'est un peu tristoun, on a un peu de la peine pour lui. Ouais. Il était chelou. Et donc ensuite, son château de corail a été légué à un neveu qui habitait le Michigan, qu'il a finalement vendu. Le château de corail a été ajouté au registre national des lieux touristiques de 1984. Il est toujours ouvert au public. On peut le louer et organiser son mariage. Oh non. Mais jamais, pas de mariage dans un château avec cette histoire pareille. C'est maudit ce château. Mais c'est clair. Qu'est-ce que j'avais d'autre comme anecdote ? Ah oui, j'ai noté. En 91, l'ouragan Andrews, qui a ravagé une bonne partie des USA, avait été particulièrement destructeur en Floride, mais bizarrement laissa le château de corail absolument intact, alors que tout autour du site, tout avait été dévasté. Et pas une pierre n'a bougé. Wow, c'est fou. Mystère mystérieux. C'était un bon ouvrier. Il est mort jeune, mais c'était un bon ouvrier. Il travaillait bien. Et super. Donc, Très intéressant en tout cas comme histoire. Je connaissais pas, c'est vraiment très intéressant. Merci beaucoup Juliette. C'était un plaisir de vous partager cette petite histoire. C'est marrant comment nos histoires n'étaient pas vraiment d'Halloween, mais elles font tous peur à un moment donné quand même. Hein. Ouais, il y a quand même un petit côté malaisant. Un petit peu. Chaque fois. Bon ça devient... Sur ce, non mais c'est la fin de cet épisode de rentrée, je pense. Et oui, parti pour une nouvelle année. Une nouvelle année. Vous avez votre petit cartable ? Oui. Juliette, t'as ton petit agenda ? Ah bah oui. On n'en peut plus de cette rentrée, elle est interminable, elle est vraiment dure. Ouais. Et ben on se fait des bisous et puis on se dit rendez-vous le mois prochain pour 3 nouveaux mystères mystérieux. Plein de poutous. Bye, bisous. Bye.